tu te dis, t'es plus la même personne avant et après. Eh bien, c'était vrai en Asie, mais en Australie, c'était largement différent. Premier achat, c'est le véhicule. Et tu pars dans un volontariat, tu pratiques à fond l'anglais, H24, tu profites et tu vas trouver un travail. Nourri, logé, payé, donc totalement blanchi sur une île déserte et privée, à juste ouvrir des coquilles d'huîtres et on bossait genre 4-5 heures max par jour. Dire qu'il n'y a pas d'animaux sauvages en Australie qui veulent ta mort, ça serait mentir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Carnet de voyage by Flips, le podcast qui rassemble des histoires de voyage hyper inspirantes, 100% authentiques et réellement vécues par une communauté de blogueurs et de vrais passionnés. Sur la plateforme Flips, tu peux retrouver tous les itinéraires du podcast, les lieux cités et tous les conseils de nos invités pour organiser un voyage vraiment extraordinaire. Mais surtout, tu peux réserver un appel avec un membre de la communauté Flips qui te correspond vraiment et qui t'aidera à personnaliser ton expérience à fond pour une planification sans stress. Tous les liens sont en description de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey et Steve, ou les Manala sur les réseaux. Voyageurs, blogueurs, youtubeurs, créateurs de contenu et digital nomades, tout ça depuis 2017, ils viennent aujourd'hui nous parler d'une expérience qui les a marqués, un voyage de 2 ans en Australie avec un Working Holiday Visa, ou PVT en français pour Programme, Vacances, Travail. Entre tour du pays en 4x4 aménagé, puis en fourgon aménagé, visites exceptionnelles et jobs saisonniers comme des gardes de maison, ou même du volontariat, ils vont vous donner tous leurs conseils et bons plans pour découvrir l'Australie sur le long terme. Ils vont aussi nous expliquer pourquoi l'Australie c'est le pays idéal pour travailler et visiter en même temps, ou encore nous donner toutes les techniques qu'ils ont développées pour rendre leurs aventures plus éco-responsables. J'espère que tu es prêt à découvrir le monde des Manala, tu peux t'installer confortablement, et c'est parti. Salut Audrey, salut Steve, comment ça va ? Salut. Coucou, Ça va ? ça va. On est content d'être là. Vous êtes pas mal occupés, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour qu'on discute de ce voyage en Australie. Alors on échange énormément en off, on parle de plein de voyages et de plein d'expériences différentes, mais cette fois on va vraiment pouvoir prendre le temps de se plonger dans un voyage bien précis. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? On est donc les Manala, ça fait depuis 2017 qu'on est sur la route. On a démarré avec un tour d'Asie en sac à dos qui a enchaîné sur du coup les 2 ans en Australie dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, on est retourné un peu en Asie, juste un peu avant la Covid, on devait s'expatrier, mais ça c'est pas fait. C'est là qu'on est retourné en France, qu'on a acheté un vieux camping-car de 88 qu'on a appelé Bubble. L'objectif, c'était de base de visiter l'Europe et la France parce qu'on n'avait jamais vraiment vu ces pays-là, le temps que tout se calme pour pouvoir retourner en Asie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que l'accueil en France et dans d'autres pays d'Europe était assez compliqué par rapport à l'Australie de ce qu'on avait vécu en termes de road trip. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment de changer un peu tout ça et on a créé du coup notre association il y a quelques mois pour un road trip éco-responsable pour permettre à tous de continuer à voyager avec des véhicules aménagés en France. Et c'est pour ça qu'on a démarré notre road trip éco-responsable et qu'on fait le tour du pays à la recherche de solutions durables. On va à la rencontre des entreprises, des voyageurs, des communautés de communes, des élus, enfin, on fait un maximum en fait pour trouver des solutions qui profitent à tous. On ne fait pas que cette association, on est nomades digitaux depuis maintenant 4 ans. On a créé nos micro-entreprises. Steve, il est pilote de drone et vidéaste. Et moi, du coup, je travaille dans le marketing web. Je fais des audits et j'aide les entreprises à être visibles sur le web avec différentes solutions. Et je travaille avec des collaborateurs qui sont experts dans leur domaine. Et ça fait depuis 3 ans qu'on vit à l'année dans Oui. notre camping-car. Aussi. Ça fait beaucoup de thèmes à aborder aujourd'hui dans ce podcast. On va essayer de couvrir un petit peu tout ça, en commençant par parler de vos 2 années passées en Australie. Donc, vous avez alterné des visites et le travail entre 2017 et 2019. L'Australie, c'est évidemment une destination qui fait rêver. Beaucoup de personnes ont coché cette destination pour un road trip, pour aller travailler, apprendre l'anglais, voyager durant une plus ou moins longue période. Vous, qu'est-ce qui vous a attiré en Australie ? En fait, moi, de base, je voulais pas trop aller en Australie. C'est bizarre, mais j'étais pas vraiment attiré par ce pays. On a rencontré des gens en Indonésie. J'avais eu un accident de scooter, je m'étais défoncé le genou, on voyait l'os sur la plaie, c'était vraiment, vraiment pas beau. Ouais. Il y avait des Allemands, un couple d'Allemands qui étaient là-bas, ils nous ont dit, bah, tiens, on t'invite dans notre maison à Bali. Et en fait, de fil en aiguille, c'est eux qui nous ont dit, t'as pas envie de retourner dans ton travail, parce que non, c'était un congé sabbatique, hein, les 1 an en Asie. Et suite à ça, en fait, en parlant, ils nous ont dit, va en Australie parce que c'est à côté de l'Indonésie et tu pourras vraiment te faire de l'argent et aussi découvrir une culture et puis utiliser le Working Holiday Visa avant les 35 ans en France, quoi. Et Ouais. c'était vraiment une belle opportunité à pas Ouais. manquer. À l'époque, en plus, c'était 30 ans.
On était à Ouais, l'aube de tes 30 ans et ils nous ont dit: «Mais en fait, avec cet argent, en plus, parce que tu vas gagner plus que si tu rentres en France, tu vas pouvoir, financer la suite de ton voyage». Parce que nous, on était un peu, bloqués. On a envie de partir plus longtemps, on a envie de faire d'autres pays et on était vraiment arrivés à la fin de nos 1 an où on n'avait plus de budget et ça devenait un peu, enfin, ça nous pesait, quoi. On voulait vraiment pas rentrer en France tout de ouais, suite, c'est quoi. ça, On ouais. avait l'impression qu'on n'était pas allé au bout des choses. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé en Australie et ce qui est drôle, à contrario que Steve ne voulait plus y aller, c'est que quelques années, enfin une dizaine d'années auparavant, Mmh. quand on était étudiant, on rêvait d'y aller. On rêvait d'y aller, mais pas en PVT parce qu'on connaissait pas du tout ça. C'était juste l'idée de partir, faire un road trip d'un mois ou 2 parce qu'on faisait déjà des road trips à l'époque et kiffer, quoi. Et après ce tour d'Asie, on était un peu dans l'état d'esprit, si on va en Australie, on va être qu'avec des jeunes qui font la fête et tout. Est-ce que ça va vraiment nous plaire? Est-ce qu'on va pas, vider notre budget? Alors qu'en fait, le pays est tellement immense, ça s'est pas du tout passé comme ça et c'est pour ça qu'on est resté plus longtemps. C'était vraiment pour l'instant, la meilleure expérience de vie à ce jour, pour moi, c'était, l'Australie. Mmh. Meilleure expérience de ma vie entière, c'était là-bas. Il a 36 ans, Et comme j'ai ça vous 36 savez. ans, du coup, j'ai pas enfin, j'ai fait un peu de trucs, mais l'Australie, Ouais, c'est vraiment la grosse claque de ma vie, elle est là-bas. dans tous les domaines, ouais. La question naturelle qui me vient en tête, pourquoi? En fait, on parle souvent de avant et après voyage. Quand des gens, commencent à voyager longtemps, tu te dis, «Tu plus la même personne avant et après». Et ben, c'était vrai en Asie, mais en Australie, c'était, waouh, largement différent. En fait, on s'est retrouvés nous 2 et mon moi intérieur n'est pas le même qu'avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment, une expérience à Ouais. tous les états, que Ouais, ce soit au niveau des rencontres de gens que tu vas voir et au niveau, enfin, je sais pas, tu te débrouilles dans un pays où tu parles pas la langue. mmh. Et à la fin de tes 2 ans, tu dis: «Waouh, j'ai réussi à faire ça, je suis un caméléon, je sais que maintenant je pourrais aller dans n'importe quel pays du monde et m'adapter, quoi». En fait, il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'en Asie, on rencontre quelques voyageurs, mais c'est pas des longs voyageurs parce que nous, on n'allait pas dans les backpacks et tout, on était souvent à l'hôtel puisqu'on était à 2. On Mmh. voulait avoir notre salle de bain, donc on rencontrait des voyageurs, mais des vacanciers. En Australie, on a été confrontés à des gens, qui sont là pour quasiment la même période que nous, 1 an, 2 ans, voire maintenant c'est 3 ans. On est tenté de créer des amitiés qui sont très fortes et ce qui est incroyable, c'est que là-bas, en fait, il y a pas de filtre. On vient pas avec son bagage, on vient en Australie pour vivre une Ouais. aventure. On se dit pas, «Et salut, tu fais quoi dans la vie?» Bah non, parce qu'en fait, tout le monde arrive là, personne n'a un job. Donc déjà, ça Oui, en enlève fait, déjà ce personne une te connaît et tout le monde ouais, repart à vide et du coup, tu veux te découvrir, ben, des nouvelles expériences et avoir en quelque sorte un espèce de lien familial avec des ouais, gens tu crées parce des que liens ta famille super te forts et demande, tu quoi. pas jugé. En France, on peut te juger, sur la manière dont tu vis, de la manière dont tu gagnes ta vie, le métier que tu fais, la maison où tu habites. Là, tout le monde a un véhicule pourri pour visiter le pays avec les moyens du bord. On s'en fout que tu étais ingénieur avant, on s'en fout que tu étais, restaurateur ou que tu as fait la caisse, à Leclerc. En Mmh. fait, tout le monde s'en fout. Au pire des cas, tu les reverras plus jamais de ta vie et c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a pas d'étiquette et tu peux être qui tu as envie d'être et qui tu es vraiment et pour démarrer une vie, je trouve qu'il y a rien de mieux que d'arrêter d'être, catalogué par des étiquettes. Là, on était juste Audrey et Steve qui voyagent au début dans un 4x4, puis après dans un fourgon et c'est tout, en fait. Tu kiffes l'instant présent et il y a pas forcément de plan sur l'avenir et il y a pas de prise de tête et si tu as envie de dire: «Tu m'embêtes» à quelqu'un, pour être poli, eh bah, tu lui dis et c'est pas grave, la personne elle le prendra pas mal. Il y a vraiment une liberté d'expression, une liberté de qui on a envie d'être qui est incroyable et qu'on n'a pas encore réussi à vivre ailleurs. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner pour illustrer un petit peu ce sentiment-là, une rencontre qui vous a marqué par exemple? On a fait plein des En fait, des rencontres. rencontres, il y en a eu des tas. Il y a quand on est tombé en panne avec le fourgon. Ouais, en fait, on a fait une garde de maison Ouais, ça pendant une c'était, semaine. Du coup, on a vu, les gens à ce moment-là, bah, au début de la remise des clés pour, des Australiens du coup, hein. des Australiens, ouais, pour te voir. Du coup, on s'est vu 10 minutes, le feeling a bien accroché. Bah, forcément, vu que tu gardes leur maison, il faut que tu t'entendes Mmh. bien avec les gens parce que, enfin, tu gardes quand même leur bien. Du coup, on a fait la garde maison, elle s'est très, très bien passée. Après, on a refait notre bout de chemin, je sais pas, un mois plus tard et là, on a fait un joint de culasse avec le fourgon. Donc le fourgon, il était complètement, HS, quoi, il pouvait Non, plus c'est avancer, il y plus avait plus rien, il y avait une fumée blanche. Enfin bon, voilà, quoi, c'est la vie et à l'endroit où on était, on n'avait pas assez de sous pour faire la panne. Personne ne pouvait trouver la panne vu que c'était un véhicule Ford. Il y en a zéro en Australie. il y a pas ils connaissent pas trop. Donc c'était le mauvais plan d'avoir un véhicule Ford là-bas. Ouais.
Et j'ai appelé ce contact pour leur demander, ben, est-ce que tu connais quelqu'un par hasard dans cette région-là? Il a dit, non, je connais personne. Par contre, moi, je vais venir chez toi, en fait. Je vais venir t'aider. Je vais te tracter et on va aller dans une autre région pour te trouver un garagiste. Le mec a roulé 5 heures Allez, plus 7 heures avec moi, retour. avec la corde. Je lui ai dit, Il a fait ça un week-end avec nous. ouais. Et il a dit, j'avais rien à faire. De toute façon, même les plans que j'avais, je voulais pas trop y C'était aller. le Je week-end. préfère vous voir Ouais. vous et vous aider. Et j'ai dit ça, Oh non, ouais. personne ne fera ça. Personne dans ta famille ne le fera. Personne de tes copains ne fera ça. Je connais personne qui fait 5 heures de route pour venir m'aider. C'était en C'est panne, mort. quoi. T'as personne qui En fait ça. sachant qu'on les connaissait à peine, en fait, on en a chialé. On a remis en question Ouais, bah toute ouais. notre philosophie de vie, notre philosophie de français qui, justement, a un peu peur des autres, cause pas trop. Attention, si je l'appelle, il va me juger. Bah là, on n'avait pas le choix, en fait. C'était C'est ça, ça ouais. où le véhicule, on l'abandonnait et on reprenait les sacs à dos et il fallait qu'on retrouve un travail, qu'on redémarre à zéro. Et eux, en fait, non, ils ont été extraordinaires. Ils ont fait leur mariage et ils ont mis la visio pour nous pendant leur mariage Ouais. à Melissa et Jack. C'est des gens incroyables. Et on en a plein d'autres à raconter. Et tous les Australiens qu'on a vus, qu'on a rencontrés, c'était tout de suite ça. Ouais. C'est-à-dire, tu bossais, par exemple, je sais pas, au boulot, t'en avais un qui venait te parler, et Mm. bah il te disait, ah, mais t'es où, tu te gares où pour venir ici? Bah viens chez moi, j'ai de la place. En fait, tu connaissais le mec pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, c'est ton Ouais. copain, et tu peux faire un barbecue avec lui. Pour répondre à ta question, parce qu'on en a un peu dévié, mais en termes d'exemple, c'est le fait qu'on aurait pu être jugé. On vit dans un véhicule. Des Australiens peuvent nous traiter de genre d'étrangers qui dorment dans la rue, qui squattent les parkings et tout. Ils nous ont laissé leur maison pendant leurs vacances. Je trouve ça incroyable. Et après, ils sont venus nous aider quand on était... Dans le besoin. Et voilà, c'est ça l'Australie. Pas de jugement. Ouais, l'exemple, c'est le plus probant en termes de Ouais. gentillesse humaine. Vous avez eu plein de jobs différents grâce à ce programme PVT, Working Holidays Visa en anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce programme? C'est un programme qui te permet de voyager et travailler dans un pays. Du coup, en l'occurrence, l'Australie, mais il y en a Mm. aussi au Canada, au Chili, au Japon et Nouvelle-Zélande, très Nouvelle-Zélande, enfin, suivant les conditions d'entrée du pays. Mm. Et en Australie, en tout cas, tu dois, si ça n'a pas changé entre-temps, travailler 88 jours symboliques en ferme pour prétendre à rester une deuxième année. C'est pas forcément la ferme, c'est l'hospitality aussi, donc la C'est ça, restauration, l'hôtellerie. En fait, ça dépend de la liste. Je crois qu'elle change régulièrement, en fait. effectivement. En fait, ils mettent les PVTistes, on appelle ça les PVTistes, du coup, là-bas, ils s'appellent comme ça. En fait, la liste change pour les mettre dans les métiers où ça manque de recrutement. Tout ce qui est à la ferme, tout ce qui est la cueillette, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et grâce à ce visa spécial que tu as, tu peux posséder un compte en banque, tu peux posséder une voiture, tu peux... Avoir un logement. En fait, c'est un visa comme si tu étais quasi citoyen pendant une durée de 2 ans. 1 an ou 2, et maintenant, c'est même passé à 3 ans. Maintenant, c'est passé à En 3 fait, ans. Ouais. sur les dernières années, juste avant la Covid, c'est passé à 35 ans. Donc avant, on ne pouvait prétendre qu'à ces 2 premières années qu'avant 30 ans, révolu. Et maintenant, c'est passé à 35 ans. Et en plus, c'est sur 3 ans. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pensent faire un PVT, pour obtenir ce visa, c'est quoi le genre de conseils que vous pourriez leur donner? De toute façon, tu dois avoir plus de 18 ans, il Ouais, me semble. moins de 35 ans. Et nous, on conseille vraiment de ne pas le faire au moins avant 23-24 ans. Ouais. Parce que on a vu énormément de jeunes, il y en a même 2 qu'on a beaucoup suivis qui nous demandaient beaucoup de conseils. En fait, on a tendance, quand on est jeune, on n'a jamais bossé. Et on a rencontré beaucoup de jeunes qui avaient du mal à trouver un travail. Nous, je pense qu'on a eu beaucoup de facilité parce qu'on a été proche de la trentaine. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les codes pour chercher du Ouais. travail. Et tout le monde cherche à avoir du travail. Tu es en concurrence Ouais. avec d'autres personnes. Et je pense les Australiens ou dans n'importe quel pays du monde, en fait, bah, si tu as des gens qui sont plus vieux, eh ben, c'est que tu penses qu'ils ont déjà eu un appartement, qu'ils ont déjà eu un travail et qu'ils savent comment tu vis en société ou comment tu vis au travail. Ouais. Et je pense que ça, bah, c'est... L'autonomie. Ouais, C'est l'autonomie. c'est être autonome. Ouais. En fait, tu es plus mature. Et du coup, je pense que si on était parti à 19 ans ou à 20 ans, on n'aurait pas vécu la même Non, Australie non. du tout que comme on l'a vécu là quand on y allait. Genre, la garde maison, on en a parlé juste avant. Et clairement, si on a pu la faire, je pense que c'est parce que avant, on avait déjà eu un appartement. Mm. On a déjà eu des chats, on a déjà gardé des chiens. Donc c'était plus facile aussi parce que c'était des expériences qu'on connaissait. Faut pas non plus aller en Australie et espérer vivre ces premières expériences-là là-bas. Clairement, ce serait compliqué parce que trouver un appartement alors qu'on n'en a jamais eu, je pense que c'est comme dans n'importe quelle ville en France, on est en concurrence avec les Australiens.
Donc, il va falloir voilà, charbonner pour avoir un boulot, pour montrer qu'on est capable de travailler, gagner de l'argent et payer l'appart. Et faut savoir aussi que la barrière de la langue, parce qu'il y en a qui n'osent pas y aller à cause de la langue, qui ne parlent pas anglais, faut savoir que c'est absolument et complètement faux. Parce que quand je suis parti en Australie, ok, on avait été en Asie avant, mais l'anglais d'Asie n'est pas. Enfin voilà, tu peux pas Non. dire que tu parles anglais. Et moi, en fait, grossièrement, je savais dire bonjour, au revoir. C'est tout. Merci. Et merci. Et bam, tu vas en Australie. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'être dans le pays. Si on est plus jeune, on a tendance effectivement à être avec des gens qui parlent notre langue et c'est pas forcément facile après d'apprendre une langue. Nous, je sais que quand on travaillait, on n'était jamais dans la même équipe, ça arrivait Ouais. rarement. On essayait de ne pas travailler dans le même service et ça nous permettait de parler avec des Australiens Mhm. ou avec d'autres nationalités en anglais. Et ça, c'est super important. Tu te forces à parler anglais, en fait. Ouais. En tout cas, pour répondre à ta question, tout le monde peut aller en Australie. Il n'y a pas de quota comme au Canada, puisque le pays est immense. Donc là, il n'y a pas de problème. Je crois que maintenant, ils disent qu'il faut quand même avoir 6 000 $ sur le compte. Le but, c'est pas de tricher. Clairement, il faut les avoir au départ. C'est sûr et certain, pour l'avoir fait, on est arrivé avec 6 000 $ à deux. C'est passé. Normalement, on aurait dû avoir 6 000 chacun. Ouais. C'était tendu les 2 premiers mois. Ouais, parce que t'as pas mal de frais À avancer. En fait, tu peux pas travailler tant que t'as pas une banque. Mais la banque, tu peux pas l'ouvrir depuis la France. Donc, il faut que tu sois sur place pour ouvrir un compte bancaire, qui peut prendre plusieurs jours. Sauf que la banque va vouloir que tu leur donnes et ton numéro de passeport, ton numéro de visa, mais aussi ton TFN number. Le TFN number, c'est le numéro d'imposition locale. Et pour l'avoir, il faut le demander en Australie quand tu es sur le territoire. Et ça peut prendre un mois. Donc, pendant un mois, il faut que tu avances le logement. En hôtel, c'est 70 $ la chambre minimum, la nuit. Tu peux avoir 10 $ dans des dortoirs, voilà. Mais ça reste quand même une somme. Quand tu es à deux, ça fait quand même 20 $. Tu dois payer un numéro de téléphone, enfin une nouvelle carte SIM aussi. Parce que sinon, personne va t'appeler pour un travail, vu qu'ils vont pas appeler sur un numéro français. C'est ça, ouais. Donc en vrai, tu as plein de petites choses comme ça qu'il faut que tu prépares. Et encore, si tu trouves pas de boulot en ville, va falloir que tu aies un véhicule, parce que là-bas, les transports en commun, c'est quasiment inexistant. Donc, tu es obligé d'avoir un vélo si tu restes dans les alentours, mais la plupart des gens prennent une voiture. Comme ça, tu économises sur le logement aussi, puisque tu dors dedans. C'est pour ça que tout le monde fait du road trip. 6 000 $, c'est le minimum, parce que le véhicule, ce sera jamais moins de 3 000 $. Tu as l'assurance à payer. Enfin, franchement, 6 000 $, c'est le minimum qu'on conseille pour commencer à trouver un travail. Si vous avez une liste avec des tips, vous voulez les dire directement maintenant, vu que vous êtes lancé? Déjà, en arrivant, truc. il y a un tips à faire. C'est pour économiser du budget. C'est quand même de trouver le bon véhicule. Faut pas se précipiter à prendre n'importe quoi, parce qu'il y a des grosses épaves qui sont vendues quand même là-bas. Ouais, on en connaît plein qui ont eu des véhicules qui ont duré 2 mois et qui sont mortes parce que l'entretien n'était pas fait, puisque ça roule, les gens se les vendent, se les achètent, enfin voilà. Faire du volontariat. Le volontariat, dit comme ça fait bizarre. C'est comme si qu'on faisait que de l'humanitaire, mais en fait pas du tout en Australie. C'est des plateformes, il y a le Workaway, il y a le Helpex, qui permet en fait de mettre en lien des particuliers avec d'autres particuliers, ou des organismes avec des particuliers pour des projets. Donc il y a de tout. Nous, on était chez des papis-mamies à Perth qui n'arrivaient plus à monter sur des échelles, et on leur a repeint une chambre, par exemple. C'est ça. Ça, c'est du volontariat, En fait, alors que c'est du privé. Ça a un double avantage déjà de manger, parce que du coup, le but, c'est que tu bosses en étant dehors en fonction. Après, tu te mets d'accord avec la personne. Avec les gens. Et eux, ils te nourrissent, ils te logent. Du coup, tu as une chambre gratuitement. Et en contrepartie, déjà, tu peux améliorer ton anglais avant d'aller bosser. Ouais. Donc, de chercher du taf. Donc, déjà, tu seras un peu plus à l'aise en anglais. Ils vont te dire où c'est que tu peux trouver du travail, vu que c'est des locaux. Le bouche à oreille marche absolument bien dans le pays. Tous leurs amis autour. Et nous, c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier job. C'est ça. Vraiment. Et puis même pour les véhicules, ils ont des outils. Nous, pour installer la tente de toit au tout début, on a utilisé leurs outils, on n'a pas dû acheter. On était logés sur place dans la cour, on a posé le 4x4 et on a tout installé. C'était trop bien, et ils ont pu nous aider. Ouais, faut savoir que toi, tout ce que tu peux emmener dans ton bagage en avion, c'est juste des fringues. Du coup, ta caisse à outils, non, tu vas pas l'emmener. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Et eux, en plus, ils savent faire. Donc, du coup, ils vont t'apprendre. Ils seront contents de t'apprendre. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant, le volontariat. Et c'est on a vraiment fait cool. ça. Donc, nous, quand on est arrivé, par exemple, en Australie, on a fait du couchsurfing. On a dormi chez un Québécois qui, lui, était aussi en galère au début. Il était sur la fin de sa 2e année de visa. Il voulait repeindre l'appartement avant de partir. Et ça s'est transformé finalement en volontariat. De base, on est arrivé en couchsurfing pour une nuit. Il a vu qu'on était complètement à la ramasse. On n'avait pas demandé notre TFN number encore. Il a fait hey, les gars, il faut vous réveiller. Vous n'allez jamais trouver un travail.
Bah ouais. Donc, il nous a hébergés, on l'a aidé à repeindre et avec lui, on a un peu tout fait et il nous a dit: «Franchement, vous allez galérer à trouver un travail à Cairns. Vous avez votre véhicule, mais moi, j'ai pas les outils pour. Je vous conseille vraiment de faire un volontariat». Donc nous, on vous le dit aussi, faites un volontariat. Autre tips, quand tu arrives dans le pays, généralement si tu es seul ou en Ouais, couple par exemple, eh ben, tu seras naturellement attiré vers des Français vu qu'ils parlent ta langue natale. Et généralement, quand tu restes en ville, eh ben, tu te tires pas vers le haut pour chercher du taf. En fait, tu te réfugies dans ta bulle, dans ton groupe de personnes, et en fait, tu vas pas bouger. Tu vas stagner pendant 1 mois, 2 mois, et tu vas dire: «Ah mince, j'ai plus d'argent». Et il y en a pas mal qui ont raté leur Australie avec ça, en fait, parce qu'ils sont restés en ville, ils ont ouais, jamais trouvé de travail et du coup, ils ont dû rentrer. ouais, ils ont dû rentrer. Ouais, Donc ce qu'on conseille, c'est premier achat, c'est le véhicule, c'est le véhicule vraiment. et se barrer, en fait. Et tu Tu pars, pars. tu fais en sorte de pouvoir dormir dedans et tu pars dans un volontariat, tu l'aménages au volontariat. Comme Ouais. ça, tu pratiques à fond l'anglais, H24 pendant plusieurs semaines et après tu profites et tu vas trouver un travail. Ceux qui nous ont Ils trouvé nous ont du trouvé du notre travail, premier quoi. job. En fait, ils nous ont dit: «Au fait, je viens de lire ça dans le journal, ça commence à être la saison des mangues, c'est à 30 minutes d'ici, allez-y avant que ça commence, vous allez être les premiers». On a fait ce qu'ils nous ont dit, on a dormi dans la tente de toit une nuit, on a appelé tous les agriculteurs autour qui faisaient des mangues Mmh. et ils nous ont dit: «Vous êtes dispo comment?» On a fait: «On est là sur le parking dans 5 minutes». On était là dans 5 minutes après, elle a fait: «Écoutez, j'ai une chambre à vous proposer en colocation, vous êtes payés tant et demain vous commencez». Eh ben, ça a pas manqué et on est Après resté 6 mois. ça se fait beaucoup en Australie. Tu viens, un entretien, bam, tu commences demain. Il y a pas de tu commences dans 2 semaines ou tu commences dans 3 semaines, le temps que ça se fasse et Ouais. cetera. Non, il y a pas de temps à perdre. Tu commences cash. Et ce Il y a qui est moyen. trop cool, c'est que c'est à la semaine. Donc, ça veut dire que toutes les semaines, il y a de l'argent qui rentre Ouais, c'est et la qu'on n'est paye, pas ouais. obligé d'attendre la fin du mois pour changer de boulot. Mmh. Si on fait 7 jours ou 14 jours bah, en fait, on peut arrêter avant. Il faut être honnête et dire à notre patron: «Bah, écoutez, c'est bon, je Oui, parce qu'il j'arrête». y a pas de CDD, en fait, il y a pas de contrat. Je pense pas avoir Non, signé jamais on n'a jamais de signé. trucs. Et ça veut dire aussi que contrario, lui, il peut aussi te dire: Ouais. «Je ne te veux plus, pars». Mmh Et c'est donnant-donnant. et c'est pour ça que c'est cool à la semaine parce que comme les payes viennent toutes les semaines, on ne se fait pas avoir un mois, quoi. Si par exemple, on commence à bosser le jeudi, on a bossé jeudi, vendredi, normalement le lundi, on a l'argent sur le compte en banque. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas honnête et ça sert à rien de rester, en fait. Pour trouver du travail facilement, il faut toujours être par rapport à l'offre et la demande. Tout le monde cherche du travail en même temps. Tout le monde, généralement, suit le soleil, c'est-à-dire suit les saisons, parce qu'il y a aussi des saisons en Australie. Mmh. Et c'est-à-dire que tous les gens, en fait, vont au nord, parce qu'au nord de l'Australie, il peut faire 35 degrés, au sud, il fait 2 degrés. Et généralement, si tu restes avec ce groupe, ce flux migratoire de personnes, tu n'arriveras jamais à avoir de travail, en fait. Ça sera toujours en guerre pour trouver du taf. Alors que si tu vas à l'encontre des saisons, Ouais. eh ben, tu seras toujours dans des endroits où il y aura personne et on aura besoin de toi. C'est là où tu peux négocier ta paye, négocier ton emplacement, négocier ta chambre gratuite, limite la bouffe. Enfin, en gros, c'est toujours aller à l'encontre des gens et Mmh. à l'encontre des saisons, en fait. Faut pas se mettre non plus en danger, hein. Parce que la saison des Euh, pluies à Darwin, c'est un peu, il y a les crocos qui sortent des lits de rivière quand même, voilà, nous, faut nous, on pas allait, nous, on allait souvent dans des régions paumées où il n'y avait pas grand monde et du coup, c'est ouais. là qu'on trouvait du travail parce que personne restait là-bas vu que c'était une région paumée. C'est vrai et le seul moment où justement on a galéré, c'est parce qu'on était en plein dans la saison des vendanges, à Margaret River, donc dans le sud-ouest Mm. et c'est là qu'on est tombé en panne. On a dû rester 4 mois là pour se refaire et c'est là qu'on était en plein dans la saison et ça a été hyper galère. En plus, c'est souvent payé, une misère du coup quand il y a beaucoup de monde, Bah ouais. les prix, c'est pas comme en France où il y a un minimum salarial. Là-bas, il y a aussi la paye, au bucket, ils appellent ça. Quand on cueille par exemple les fruits, en fait, c'est au poids ou au seau. Donc plus tu en cueilles, plus tu es payé. Sauf que il faut imaginer genre les vendanges où tout le monde a une ligne de raisin, chacun est de son côté. Clairement, si tu as fini ta ligne, tu as le droit d'aller dans les autres et il y en a qui c'était hyper rapide et en fait, tu finissais jamais ta ligne Mhm. et tu étais payé une misère. Genre il y a des journées où on gagnait 60 $ chacun, en sachant qu'en Australie, on arrivait à gagner à peu près 1 000 $ la semaine normalement. Il faut Pas savoir terrible. aussi que il y a beaucoup de choses, voire tout qui se fait au mérite. Il y a pas de, tu n'as pas de ces compétences-là, du coup Mmh. tu ne peux pas apprendre, tu n'es pas bon. Et on s'en fout des compétences en fait. Ouais, le Je veux dire, CV, moi je faisais informaticien de base avant. Jamais j'ai bossé dans un truc informatique pendant les 2 ans en Australie. Pourtant j'avais des diplômes, tu vois, mais en fait les diplômes ne valent que dalle vu que des diplômes français et pas anglais. mmh. Il y a un truc aussi vraiment à dire. On l'a découvert beaucoup trop tard, c'était sur la fin de nos 2 ans. Il y a l'ABN, c'est un numéro, d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que peu importe le métier que tu vas faire, c'est que tu factures quelqu'un ou une entreprise pour une prestation. Tu peux faire n'importe quel métier, ce sera la même taxation
et tu avec ce même numéro. Tu peux le demander en ligne, c'est fait en quelques minutes et après tu peux faire n'importe quelle prestation. Si j'insiste, c'est parce que nous, à un moment donné, on était dans un camping et Steve, en fait, il a mis un panneau d'affichage sur le 4x4 avec marqué Computer Repairs. Donc en gros, il réparait les ordinateurs, C'est c'est son ça. métier de base. Et au camping, c'était génial, les gens venaient le voir. En fait, j'ai un problème avec mon ordinateur. Donc en gros, avec Je- l'accord du camping, bien sûr, En plus du taf qu'on avait, je me faisais un extra. un extra en plus avec ça. Et en mode, c'est légal. Avec Ah, un tableau totalement. blanc, limite, tu mets dessus, tu vois. Et ça, je trouve ça tellement Et du rigolo. coup, alors en tips, je dirais vraiment aux jeunes qui viennent, je dis jeunes parce que c'est moins de 35 ans, on est Mhm. tous jeunes avant 35 ans, bien sûr. Aux jeunes qui viennent en Australie, prenez votre IBN en arrivant, en fait. Ça sert à rien d'attendre, en fait. Si vous êtes coiffeur, si vous avez des métiers comme ça, vous Ouais. allez dans un camping avec autorisation du camping, vous pouvez faire votre prestation sur place. Mm. Donc même si tu ne trouves pas de travail, tu peux faire ton métier. Vous avez parlé de pas mal de jobs différents, la cueillette, réparer des ordinateurs. C'est quoi le job que vous avez préféré faire durant ces 2 ans en Australie? Alors, Moi, j'ai beaucoup kiffé les 6 mois en ferme en fait qu'on faisait. En fait, on a fait 6 mois dans la même ferme. Mm. Et au début, on faisait le taf cueilleur, quoi, le plus bas de gamme. Et à la fin, j'étais chef de groupe, quoi. Bah, je conduisais les machines, machin et tout ça. Et en fait, j'ai kiffé parce que c'était vraiment en mode on me faisait confiance alors que j'étais le backpacker de base, mais j'avais des responsabilités limites. Et ça, ouais. j'ai bien kiffé. En fait, c'était la liberté de. Je faisais ma vie et c'était trop cool. Et moi, j'ai adoré la ferme perlière dans les Abrolhos Islands. C'est vraiment... parce que moi, j'adore la mer. Quand elle est belle, quand il y a des fonds marins incroyables. Et là, c'était incroyable. On allait pêcher le homard. Alors, c'est même pas pour le métier en lui-même. Mais ce qu'il faut se dire, c'est C'était qu'on pour le cadre était de vie, ouais. nourris, logés, payés, donc totalement blanchis sur une île déserte et privée, à juste ouvrir des coquilles d'huîtres pour que des Japonais mettent un nucléon dedans pour faire une perle. Et on bossait genre 4-5 heures max par jour. Mhm. Et l'après-midi, c'était plongée, Snorkeling, snorkeling, il y avait du kayak, il y avait de la pêche au homard, Il y avait des C'était un truc de requins, dingue. il y avait des dauphins. On a vu C'était des, trop des cool, lions ouais. de mer, j'ai nagé avec un lion de mer. Enfin, en fait, c'est pour cette expérience de dingue qui n'a malheureusement duré que 15 jours. 15 jours, ouais. Et en plus, on était déconnectés, il n'y avait quasiment pas d'internet. Donc en fait, on pouvait que profiter, on bouquinait, on jouait aux jeux de société, on était en pleine mer. Enfin, franchement, c'était trop bien. Moi, Mm. c'est ce métier-là que je retiens à chaque fois parce que je sais qu'on le fera plus jamais de notre vie. C'était dingue. Je vais pas forcément vous demander vos coups de cœur pendant ce voyage parce que je pense qu'il y en a eu énormément. Par contre, ce qui peut m'intéresser, c'est de connaître votre itinéraire. C'est quoi les coins d'Australie que vous avez visités pendant ces 2 ans? Du coup, on a atterri à Cairns, Brisbane, à Brisbane. Oula, ça pardon. commence mal. On a atterri, on a atterri à Brisbane et on a fait un transfert de voiture d'un point A à un point B. Tu payes que dalle la voiture, mais tu payes l'essence. Du coup, c'était Pour changer de une vie. bonne façon de monter. En fait, petite parenthèse, c'est juste parce qu'on est arrivé à Brisbane parce que le billet d'avion était moins cher de Bali et qu'en Oui. fait on s'est rendu compte qu'on n'arriverait jamais à trouver un boulot parce que c'était carrément pas du tout la saison. Donc Ouais. on s'est dit il faut qu'on parte le plus vite possible sans dépenser d'argent. C'est ça. C'est pour ça qu'on a fusé après à Cairns. Du coup, on a fait Brisbane, Cairns. De Cairns, on est allé à Alice Springs, c'est au milieu de l'Australie. Ensuite, on est allé à Darwin. Ensuite, on est allé à Broome. Ouais. Du coup, c'est complètement à l'opposé. On a descendu Toute la côte ouest. jusqu'à aller à Perth. De Perth, on a suivi la côte, quoi. Après on est remonté un petit peu. Jusqu'à Adélaïde. D'Adélaïde, on est allé à... Comment il s'appelle Cooper le... Pedy, Cooper Pedy. célèbre pour les opales d'Australie. Ouais, les chasseurs d'opales sur M6. Du coup, on est redescendu et on a atterri à Melbourne et Melbourne-Sydney. Ouais. Et Et- on n'a pas eu le temps de faire Sydney-Brisbane, pardon, parce qu'on n'a plus de temps. T'imagines, on n'a plus de temps après les 2 ans. Ça fait bizarre, hein. Et du coup, en gros, on a fait grosso modo un tour d'Australie, On quoi. a vraiment fait le tour en longeant les côtes, mais après, le pays est immense. Mm. Et finalement, il y a énormément de régions où c'est vide. Il n'y a vraiment aucune ville, il n'y a rien. Donc, on est plus ou moins obligé de longer la côte. En préparant cet épisode, vous m'avez aussi expliqué qu'être basé en Australie pendant assez longtemps, ça permettait d'être assez proche d'autres destinations hyper intéressantes et histoire de limiter un peu son empreinte carbone. C'est aussi un sujet que vous avez abordé dans l'intro de cet épisode. Comment est-ce que vous avez géré justement ce côté écologie et responsabilité durant votre voyage? Alors, nous, on a fait l'Asie avant. Donc, voilà. Là, pour le coup, c'était fait. On y est retourné juste après parce qu'on savait que si on rentrait en France après l'Australie, on aurait moins la possibilité de revenir en Asie. Déjà qu'on l'avait bien fait pendant 9 mois, on savait qu'il y a d'autres
partie du monde qui nous intéresserait. Donc on s'est dit: «Bon, on est en Australie, c'est l'occasion de retourner un peu en Asie et bien profiter, surtout que ça nous manquait». Mmh. Et il y en a beaucoup qui après l'Australie, nous on l'a pas fait, on l'avait prévu, mais on l'a pas fait parce que voilà, on a changé nos plans, font la Nouvelle-Zélande. Parce que Ouais. la Nouvelle-Zélande, en fait, on peut refaire un PVT et en général, et tout aussi bien que l'Australie avec des paysages tout aussi incroyables. Du coup, ils enchaînent, ils font 2 ans, bon maintenant 3 ans d'Australie, puis après la Nouvelle-Zélande puisque les billets d'avion sont moins chers et en fait, ça permet vraiment de découvrir le pays de fond en comble Mmh. et de puis y retourner après. Donc au niveau empreinte carbone, plus on reste longtemps dans un pays, mieux c'est finalement. Parce que faire 15 jours dans un pays, ça n'a pas de sens, surtout s'il est aussi loin. Mais il y a pas que ça, en fait. Il y a aussi la Nouvelle-Calédonie. De Sydney à Nouvelle-Calédonie, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 1 heure et demie d'avion. Et le billet d'avion, je crois qu'il est pas très cher. C'est quand même un gros coin, où tu Mmh. rayonnes autour de l'Asie. Après pour, tout ce qui est éco-responsabilité, tu es obligé d'être éco-responsable vu que des ressources, tu en as pas des masses partout. Tu devais, vraiment, gérer ton eau parce que, bah, tu te doutes bien que dans Elle les est pas zones, tu forcément avais pas d'eau potable, en hein. fait partout. Et Do parfois, il y a marqué potable et c'est pas potable. ouais. Enfin, tu la sens l'odeur, tu fais: «Ouh là!» Après nous, on prenait de l'eau des rivières, on prenait de l'eau de où on pouvait et on avait, une paille filtrante du coup pour, éviter Lifestro. d'acheter des bouteilles d'eau. Ce qui est génial en Australie, il y en a beaucoup qui nous disent, que c'est un pays qui est assez sec, mais en fait, c'est un pays qui est vachement autosuffisant au niveau des ressources. Mmh. Le nord, il est très tropical, donc il y a plein de produits locaux, style les bananes, les mangues, j'en ai parlé avant, tous ces fruits un peu tropicaux Ouais, et au sud, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a nous en Europe. Donc il y a les vignobles, il y a du vin. Donc en fait, ils importent c'est très peu de produits, sauf tout ce qui est riz et ce qui a besoin de beaucoup d'eau. Le maïs, le riz, et cetera, c'est importé. Mais sinon, en règle générale, l'Australie produit tout. Donc tout ce qu'on va acheter, en fait, c'est australien, ce qui est plutôt ouais, cool. c'est vrai, ouais. Donc en termes d'éco-responsabilité, finalement, en termes de nourriture, on est plutôt bien. Après les ressources comme l'électricité, on avait, panneaux solaires. Pareil, Du coup ouais. du coup, on produisait notre propre électricité. Et là-bas, ça manque pas le soleil en Ouais, bah, il plus. y a du soleil tout le temps. Pour le gaz, oui, on achetait des fois des bouteilles de gaz, mais on faisait beaucoup, Barbecue, de feu de camp en fait, c'est barbecue, autorisé partout. que ce soit pour manger, pour se réchauffer parce que, dans le désert australien, il pouvait faire du -1 degré. Ouais, ça, on a Donc déjà eu -5. le feu, ouais, le feu, il était vraiment important. En fait, c'était nécessaire. Si Ouais, tu avais pas de feu, en fait, bah, tu avais froid. Donc ouais. non, il fallait du feu. Steve l'a très bien dit, en fait, naturellement, on Naturellement, tu le économise. deviens. On fait attention à l'eau, on fait attention, à la nourriture parce que c'est pareil, en fait. Nous, on est partis là-bas, on avait une petite glacière, électrique, mais quand on roulait pas, elle était pas branchée, donc ça marchait pas, avant qu'on installe, bien sûr, le panneau solaire. Tu pêches sur place aussi. On peut pêcher partout, Tu pêches partout, du coup, tu chauffes du poisson c'est et puis autorisé. tu le pêches, tu le fais cuire. En fait, ça, c'est cool, ouais. Les fruits de mer. En fait, d'un point de vue éco-responsabilité, c'est fou à dire, hein, mais là-bas, on a eu beaucoup de déclics. Beaucoup disaient, «Oui, c'est un peu américain, le carburant», Ouais, En fait, non. c'est pas plus qu'ici, Mmh mh. parce que les gens font beaucoup de petits trajets, répétés. Là-bas, les gens, ils font des gros trajets que quand ils vont en vacances, sinon ils ont le travail à côté, en fait, parce que les distances sont monumentales. Donc ça change pas énormément et les Ouais. 4x4, ils en ont de toute façon pas le choix parce que les routes, elles sont dégueulasses la plupart du temps, donc on peut pas leur en vouloir. Mais en termes de ressources, les gens autosuffisants, qu'on a rencontrés dans notre vie, ils sont en Australie. Ils ont des batteries en série pour alimenter toute leur maison. Ils sont pas connectés à l'électricité. Ils ont des puits, ils sont pas connectés à l'eau. En gros, nous, tout ce qu'on a vu avec des éoliennes, avec des points d'eau, c'est en Australie qu'on l'a vu. La permaculture Mmh. vient d'Australie. C'est le pays qui a développé ce mode de culture pour justement optimiser leurs ressources. Donc moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces pays qu'on critique. Mais en fait, ils ont su s'adapter. Et nous, on a adoré ça. En termes d'éco-responsabilité, c'est top. Et puis, on l'a dit, l'éco-responsabilité, c'est pas que les ressources, c'est aussi le social. Et nous, on a été aidés par des Australiens d'un point de vue incroyable. Ils sont très ouverts d'esprit, ils sont Mmh. très accueillants. Ça donne envie d'aller là-bas, ça donne envie de consommer, ça donne envie d'aller à leur rencontre. J'aime beaucoup le fait qu'on aborde un cliché sur l'Australie comme ça. Il y a un autre cliché que j'ai en tête, et vous en avez parlé un petit peu avant avec l'histoire du crocodile qui sortait de l'eau. Quand je parle de l'Australie, on se dit souvent que c'est un pays qui est dangereux. On connaît toutes et tous sa flore et surtout la faune qui peut repousser certaines personnes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous avez senti ce danger? Alors, faut savoir que, dire qu'il n'y a pas d'animaux sauvages en Australie qui veulent ta mort, ça serait mentir. Mais je pense que à partir du moment où tu commences à être dedans, en fait, tu as des automatismes. À un moment donné, on se disait pas: «Ah tiens, c'est dangereux, si je vais là-bas, je vais mourir». Enfin, peut-être que c'était le cas, hein, mais en tout cas, tu faisais attention. Tu avais des déclics, dire tu regardais dans tes chaussures pour voir s'il y avait pas une araignée dedans Un ou un serpent ou serpent.
Si tu allais dans les cuvettes des WC, tu ouvrais la cuvette et tu regardais s'il y avait pas un serpent qui était dedans. Tu Donc tirais la chasse toujours avant d'aller aux toilettes? donc oui, c'est un pays dangereux, mais c'est pas un pays dangereux au point de pas sortir, de pas Non, faire non, des non. randonnées et Par non. contre, je mets quand même une parenthèse. Dernièrement, il y a quelques mois même, Ouais. on a appris qu'un jeune couple qui était parti en Australie, qui habitait dans un village dont on est originaire en Alsace, il y a le jeune homme qui est décédé. Il s'est fait mordre par un serpent. Donc ça peut arriver. C'est pas, il faut pas tout relativiser. Ouais. Il y a le danger qui est effectivement là. Ce qu'il faut, c'est surtout pas oublier qu'on est dans un pays où il n'y a pas de prédateurs et du coup, les petites bêtes, elles abondent et elles peuvent être toxiques. Du coup, petit tip, ce qu'on n'a pas dit au début, je pense, nous on l'a pas fait, mais je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Maintenant qu'on a appris cette histoire, parce que pour nous c'était pareil, on se disait ça arrive qu'aux autres, c'est pas possible. Il faut avoir un antivenin. S'il avait eu un antivenin, le jeune homme ne serait pas mort Ouais. aujourd'hui en fait. C'est juste qu'il était vraiment dans une zone désertique, il n'y avait personne pour le secourir Bah, à temps et ouais, puis il je en est crois que décédé. la bestiole qui l'a piqué, je pense que c'était un brown snake et ça te pique et tu as 10 minutes pour trouver Un un antivenin, antivenin, sinon tu ouais. meurs et c'est ce Ça te qui fait une crise malheureusement s'est cardiaque passé. en Ouais. fait. Donc ça peut arriver, mais avec un antivenin dans son sac, on s'entraîne avant bien sûr, sinon dans la panique on ne sait Mm. pas faire. Mais je pense que si on voyage pas seul, si on a un antivenin avec nous, franchement, il y a peu de chances de Ah, mourir, hein. Il n'y a pas des lions, il n'y a pas des... Enfin, il y a les crocodiles, oui, les crocodiles, mais il ouais. y a des panneaux partout, on ne peut pas l'oublier. Après, t'as des... Ouais, le pays, il est dangereux au niveau de la flore et de la faune. Mais en vrai, au bout d'un moment, tu t'habitues et tu dis, tu trouves ça pas normal, mais limite quoi. Ouais. Je veux dire, Audrey avant, elle était arachnophobe à fond. Et Ah non. ben maintenant, ça va, tu vois, parce que des araignées, ouah, t'en as vu quoi. Maintenant, je sais qu'ici, elles sont toutes gentilles. Au contraire, elles mangent les moustiques et tout. Alors, je les Ouais. aime bien. Limite, quand on est revenu en France, quand on roulait dans la forêt, limite moi j'étais comme ça, j'ai dit faut que je fasse gaffe et tout parce que sinon il y a une bestiole qui va venir me taper devant la route et je vais l'exploser. Alors que non en fait, mais c'était en Australie, c'était Ouais, des des automatismes. automatismes en fait, mais ouais. Alors, en Australie, les kangourous peuvent être dangereux, on s'en rend pas compte, mais les kangourous se jettent sur la route. Ouais. Ils sont attirés par la lumière parce que le pays est tellement grand qu'il y a des kangourous qui n'ont jamais vu d'humain. Ils n'ont Mm. jamais vu une voiture. Du coup, quand ils voient des phares, en fait, au lieu de s'éloigner, surtout qu'ils font des bonds qui font plus de 5 mètres de long, Ils font hop. donc ils sont très rapidement sur la route et en fait, ils viennent par curiosité. Et la plupart du temps, on les voit à la dernière minute et on se les prend. Bah, C'est conseillé de ne pas rouler la nuit, même les Australiens le font pas. en vrai, je pense Donc, que les kangourous ils sont encore plus dangereux que les serpents en ouais, Australie. ouais, franchement. Parce que tu peux te le prendre sur la route Ah, et tu peux avoir un défoncer ta accident. bagnole en Ouais, fait. ouais, Ouais. tu peux avoir un gros accident quand même, hein. Mm. C'est assez gros comme machin quand même. Ça fait un moment que vous voyagez, que vous travaillez en même temps, vous êtes les deux en freelance, vous avez beaucoup plus d'expérience aussi maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment en Australie? Je pense qu'on aurait été beaucoup plus freelance, où on aurait pu multiplier plus les gains en faisant, par exemple, quand on était dans les campings, proposer plus de solutions comme ça. Je pense pas, non. Je pense pas parce que même si on l'avait fait différemment, on n'aurait pas rencontré les personnes qu'on a rencontrées. En fait, on croit beaucoup, pas au destin, mais au yin et yang, du style, il t'arrivera Là, on est tombé une, en panne. une grosse merde, et bah, tu rencontreras des gens incroyables qui vont t'emmener des gens incroyables, qui vont t'emmener un travail, etc. Donc du coup, on l'aurait pas fait différemment en Australie. Ouais, surtout Non. que vraiment, si on avait... en fait, le fait d'avoir bossé, c'est parce qu'on arrivait, on s'était donné une limite. Moins de 3 000 $, il faut qu'on cherche un Ouais. travail. Comme ça nous laisse le temps d'en trouver un bien. Si on n'avait pas travaillé en se disant, bon, on fait que du freelance, comme là on fait en France, on aurait fait moins de rencontres, on n'aurait pas fait le volontariat, on n'aurait pas fait de garde de maison, on n'aurait pas fait tous ces jobs incroyables qu'on fera plus jamais de notre vie. Du coup, non, je pense pas. C'est bien en fait d'être sur la réserve de temps en temps. Mm. Si on se dit, ah, faut qu'on travaille. Et c'est là qu'on fait les rencontres, parce que si on travaille pas avec les locaux, on peut pas faire de rencontres. Là, ça nous manque, Mm. par exemple. On est indépendant, c'est nickel, mais on fait moins de rencontres. C'est un peu dommage. Quand on fait un PVT, il y a souvent moyen du coup de gagner plus d'argent que ce qu'on dépense et de revenir avec quelques réserves. Où vous avez travaillé, vous avez aussi acheté et revendu des véhicules aménagés. Vous avez évidemment dépensé de l'argent pour vivre et pour visiter. À la fin, vous vous en sortez avec un bénéfice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez fait? Je vais te donner des Mais estimations. ouais, vas-y. Je crois qu'on est arrivé, donc comme dit, avec le pays avec 6 000 Dollars, à peu dollars près. australiens. On a revendu le véhicule quasiment 10 000. Je ne sais plus exactement non plus, mais en vrai, on a fait un bénéfice. Alors, pour t'expliquer comment, en fait, là-bas, le coût de la vie, il est peut-être un peu élevé, mais comme on gagne beaucoup plus notre vie, si on travaille beaucoup et qu'on dépense moins puisqu'on n'a pas d'hébergement à payer puisqu'on vit dans le véhicule, mis à part l'essence, les repas, pareil en activité, il n'y a pas grand-chose à faire puisque
c'est que des paysages. C'est un pays qui est assez jeune, donc on peut faire des tours en bateau, on peut faire plein de choses, mais par rapport à ce qu'on gagne toutes les semaines, on peut que partir plus riche, notamment à la différence de certains pays, j'imagine, où quand on achète un véhicule, il déprécie. En Australie, le véhicule, il garde sa valeur, voire il gagne de la valeur plus on l'aménage. Le van, je crois qu'on l'a payé 2 000 $, 2 500, quelque chose comme ça. Et on l'a revendu 8 000. C'est quand même fou. Donc forcément, on se fait un bénéfice sur le véhicule. On est arrivé avec 6 000 euros. Quand on est parti du pays, on avait 8 000 euros. Voilà, on avait 8 000 € en tout. Parce qu'en fait, on avait réinjecté les 6 000 € de départ sur le compte français. Donc, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec 6 000 euros, on a pu faire tout le tour du pays pendant 2 ans, vivre pendant 2 ans, et à la fin, on avait encore un bénéfice de 8 000 on est reparti. C'est comme si on avait gagné 2 000 €. On fait tout le tour, on s'éclate et on repart avec 2 000 € de plus. Évidemment, vous n'avez pas que travaillé, vous avez aussi visité. Est-ce qu'il y a quelques coins comme ça qui vous ont marqué en Australie? Moi, c'est tout ce qui est le centre, tout ce qui est Ouais. Northern Territory et le Western Australia, c'est des régions Ouais. d'Australie qui sont vraiment incroyables. Là où tu as le sable rouge, en fait, la terre rouge, tout ce qui est Alice Springs, tout ce qui est là-bas, c'est vraiment les grosses claques visuelles, je les ai vues là-bas, ouais. Moi, j'aimerais bien aussi parler de la côte ouest, qui est peu connue et qui apporte des paysages aussi incroyables avec les côtes, les termitières géantes. Le nord, c'est très jungle. C'est vraiment incroyable. Et puis le sud-ouest, on a l'impression de retourner en Europe avec ses vignobles, ses côtes bleues comme la Côte d'Azur. Enfin, franchement, c'était assez beau. Moi, j'ai bien aimé la côte ouest aussi. Mais c'est vrai que le sable rouge, qui est typique de l'Australie avec Uluru, il faut y aller, C'est quoi. là-bas, Le ouais. centre, c'est incroyable. Waouh, c'était intense et vraiment passionnant. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Steve. Je suis vraiment super heureux qu'on ait trouvé un moment pour parler de ce voyage. Il y a tellement d'informations intéressantes pour aider des voyageurs à s'organiser pour un futur PVT ou même juste pour se laisser s'inspirer et transporter en Australie. Alors évidemment, il y a un lien en description pour que les auditeurs retrouvent facilement un résumé complet de cet épisode, mais vous êtes aussi des créateurs de contenu très présents. J'ai rapidement parlé de votre blog et de votre casquette de youtubeur. Où est-ce qu'on peut vous suivre plus précisément? Le blog, du coup, on trouve toutes les informations sur l'Australie parce que je pense que les gens qui écoutent ça, c'est parce qu'ils veulent en savoir plus sur l'Australie. Actuellement, sur Instagram, on peut suivre l'avancée de notre association, des projets pour tous ceux qui rêveraient de faire un road trip en France. Après avoir fait l'Australie, bien sûr, parce que nous, on encourage tous les jeunes à aller en Australie avant de faire la France. Sinon, c'est trop dommage de dépenser tout son argent. Surtout quand on voit le prix des véhicules aménagés en France, il faut aller en Australie. Ça vous coûtera 40 fois moins cher. Mais ouais, du coup, on trouve tout sur Instagram de vraiment récent. Mais pour tout ce qui est Australie, on poste plus rien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que sur le blog. Donc, Et c'est YouTube, et YouTube, on a fait des vidéos incroyables. une vidéo pour chaque région, enfin une vidéo de 3-4 minutes Pour inspirer, pour ouais. inspirer. Il faut taper les Manala et puis on nous trouvera toujours en fait. Tout attaché. LESMANALAS. Et vous retrouvez évidemment les Manalas sur Flips avec leurs meilleurs itinéraires, leurs meilleurs conseils pour celles et ceux qui sont en train d'organiser un voyage, des idées de road trip par exemple. Mais surtout, vous pouvez réserver un appel avec Audrey et Steve pour qu'ils vous aident à organiser votre propre voyage, quelque chose de vraiment personnel, et pour qu'ils vous donnent tous leurs conseils d'experts et de passionnés, histoire que tout se passe sans stress pour planifier, préparer, réserver tout ce qu'il vous faut, etc. Foncez pour rencontrer Audrey et Steve. Le premier appel de 15 minutes est gratuit, donc aucun risque, vous ne le regretterez pas. On l'a souvent répété, un long voyage comme vous avez fait en Australie, ça intéresse beaucoup de personnes. C'est sûrement pas si facile de se lancer et de partir. Qu'est-ce que vous diriez pour motiver ces personnes à sauter le pas? À nous appeler, comme ça on prend bien le temps de leur expliquer qu'il faut partir. Faut plus Et hésiter. moi je dirais que les seuls freins en fait ils sont dans la tête. Ouais. Les freins sont dans la tête. Tout le monde peut y aller si tu as moins de 35 ans, mais dire c'est pas pour moi, c'est faux. C'est une excuse et tout le monde peut y aller. Et c'est là où les gens vivront leur meilleur road trip, le meilleur de leur vie. Les étendues désertes, la possibilité de prendre des douches n'importe où, de se baigner sur des plages désertes, de pêcher comme on veut, sans carte, sans payer quoi que ce soit. Les plus beaux couchers de soleil, les plus belles voies Les lactées, plus belles enfin, rencontres. tout, ouais. Là-bas, c'est la vraie liberté et je pense que si on peut la vivre encore avant ses 35 ans, il faut y aller, quoi. Après, c'est trop tard. Encore un grand merci pour votre temps et tous vos précieux conseils. On vous reverra probablement sur ce podcast pour nous parler d'un autre voyage. En plus des autres destinations que vous avez pu découvrir depuis l'Australie, vous avez aussi passé 9 mois en backpack à travers l'Asie. Est-ce que vous voulez nous teaser un petit peu ce voyage? Ce qui est fou, c'est que on se dit souvent, on peut aller dans un pays parce qu'on a envie. Genre, on a 10 jours de vacances, on décide d'aller 10 jours en Thaïlande. Et là, l'avantage de faire un tour d'Asie en sac à dos, c'est qu'on peut enchaîner pendant un an
tous les pays d'Asie. Et en plus, c'est pas cher. La culture change dans chaque pays. Encore tellement de choses à dire. Mais c'est incroyable. C'est un dépaysement total, que ce soit en termes de gastronomie, de rencontres, de paysages. Encore une fois, c'est quelque chose... encore une expérience à C'est vivre. vraiment très très beau l'Asie, ouais. Ouais. Niveau même mentalement, c'est cool. Tout ce qui est ambiance zen, tout ce qui est ambiance le bouddhisme et tout, là, on est vraiment Mais tout même en amoureux termes du. d'expérience, C'est en fait, génial, hein. ouais. Là-bas, on peut louer des appartements Airbnb qui valent 4 fois moins cher que chez nous et vivre une vraie vie dans un pays étranger. Avoir son petit scooter, Et visiter, les c'est... volontariats sont oufissimes Ouais. en Asie. Chaque volontariat sera incroyable. Une expérience vraiment vraiment incroyable. Il y a aussi de la garde de maison là-bas, puisqu'il y a beaucoup d'expatriés qui retournent en France pendant une période, donc ils laissent leur maison aussi. En fait, il y a encore plein d'expériences à vivre là-bas. Et quand on est un peu éco-responsable comme nous, je pense que c'est important aussi de se dire, si je vais en Asie dans un pays, pourquoi je ferais pas les autres autour en fait? Comme ça, je prends pas l'avion plusieurs fois. Et je peux tout faire et j'ai le temps. C'est noté. Encore merci Audrey, merci Steve pour votre précieux temps et tous ces conseils. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné à Carnet de Voyage, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube pour celles et ceux qui nous regardent en vidéo. Allez suivre Flips sur Instagram et allez suivre les Manala également. Ils partagent plein de merveilleux contenus, vous allez adorer. On se revoit très bientôt pour vous présenter un nouveau voyage qui a marqué nos invités. Bye! Salut! Salut! Avant de terminer, je vous lis le commentaire de Basile Mocho 5580, j'espère que je prononce juste, suite à notre premier épisode avec Jen et Victor sur la Wild Atlantic Way en Irlande donc. Je suis Jen et Victor depuis leur première vidéo, j'ai suivi leur road trip irlandais, cela fait plaisir de les retrouver et connaître leurs ressentis. Longue vie à cette chaîne et je m'abonne. Merci beaucoup Basile, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous faire part de vos commentaires, comme Basile sous ce podcast ou sous la vidéo YouTube. Merci pour votre soutien, c'est super encourageant et à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode de Carnet de Voyage, le meilleur moyen que vous avez de nous soutenir, c'est de lui donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre plateforme et que vous en parliez autour de vous. Partagez cet épisode à 3 personnes avec qui vous avez récemment voyagé, ça nous aide énormément à développer le podcast et la plateforme Flips. Le résumé de l'épisode est disponible via le lien en description. Merci pour votre soutien et à très vite pour un nouveau Carnet de Voyage.